Good afternoon, ladies and gentlemen. Yeah, welcome to Translation and Interpretation Program. I'm Ture David, translator, interpreter from Sales Professional Department. Now, the following of our operations of translation, namely deletion or effacement. Deletion is what? It is the way of translating what is well precise in the source text into the target language by being implicitly precised. Let's give an example to be straightforward. She walked up to me with a grin on his face. But in translated sentence in French, we are not going to use word-for-word translation. For example, here, walk, marcher. Donc, up, ici, precises the direction towards me. So now, in French, it will be, elle s'avança vers moi. But here, we have avoided using marcher vers moi. You see? Donc, we can avoid to use the translation word for word of the main verb if it is not necessary to the meaning in the target language. In this case, she walked up to me with a grin on his face. Donc, elle s'avança vers moi avec un sourire au visage. From one hand. On the other hand, you will see that the expressions of the source text is necessary to the meaning in the target language. Like, I would rather walk if you don't mind. Je préférerais marcher si vous ne voyez pas d'inconvénient. Donc ici, le sens de marcher, to walk, est ressorti literal translation, marcher, marcher. Donc c'est ressorti ici, c'est nécessaire. Donc ça c'est l'effacement. Tu vois, non? Ici, l'effacement de quoi? I would rather walk if you don't mind. Donc ici, l'effacement ne peut pas être possible parce que c'est nécessaire. Tu vois, c'est pour juste vous donner la différence entre les deux, où il y a l'effacement et là où il n'y a pas effacement. Vous voyez? Donc, il y a un autre exemple aussi pour essayer de préciser l'effacement, deletion. Another example for deletion with the use of modal can. When you say, she can see very well, for the translated sentence, elle voit très bien, et non pas elle peut voir très bien. Puisque can exprime ici la capacité, donc on n'a pas besoin de dire elle peut voir, donc elle voit. Donc ici, for the verb of perception, we don't use in translated sentence, elle peut voir. Parce que ici, c'est un verbe de perception. Maintenant, si can exprime ici la permission, là, on utilise peut pour la traduction. Par exemple, can I see your passport, please? Donc, est-ce que je peux voir votre passeport, s'il vous plaît? Donc, ici, on peut exprimer ou traduire can par peut, parce que ça exprime la permission. Donc, pour le premier cas, c'est un verbe de perception. Donc, on ne peut pas utiliser peut pour le premier cas. Encore, for deletion, when we use a phrasal verb, like phrasal verb is a verb that is followed by a particle or preposition. So in this sentence, for example, the fire burned down. We have a phrasal verb, fire burned down. So down here is the result of the burn, which is the means. So in the translated sentence, we are interested in the result and not the means. For example, le feu s'éteignit. You see, le feu s'éteignit. So when we translate it word for word, you see, it will be meaningless in French translated sentence. Vous voyez, donc en français, on va dire le feu s'éteignit et non pas le feu brûle s'éteignit. Non, le feu s'éteignit. On est intéressé par le résultat et non pas par le moyen. Tu vois, donc on efface le moyen et on maintient le résultat s'éteindre. Maintenant, il y a des cas où on est intéressé par le moyen et non pas par le résultat. Par exemple, the crowd backed away. Ici, on est intéressé par le moyen qui est la foule recula. Mais on n'est pas intéressé par le résultat away. The crowd backed away. So away is the result and the back is the means. So this result will be omitted in the target language. We don't need it, it's not necessary. So we will be interested in the means, la foule recula. So in addition to that, with phrasal verbs, we have this example also to emphasize. To lift
up, to lift this box up, is to translate it by soulever cette boîte. You don't have to follow the word-for-word translation as a verb, phrasal verbs, to lift up. You see, to lift, when you translate it in French, it will be soulever. And the up will indicate the direction. So, soulever en haut, maintenant, ça sera un pléonasme qu'on doit éviter. Vous voyez, donc, on s'en tient au verbe de base, au mot de base, soulever. Donc, on ignore up, donc on efface up. Vous voyez, donc, on s'en tient seulement à to lift, soulever cette boîte, pour moi, s'il vous plaît. Mais, contrairement à cet exemple, to lift this box down, to lift it down, you see, donc, dans ce cas, on va le faire descendre. Donc, to lift here is the means. Down is the result. So, in the translated sentence, we are interested in the result and not in the means in French language. Donc, faire descendre cette boîte. Donc, c'est ce qui est important dans la traduction française. Faire descendre cette boîte. Donc, c'est pour ça qu'on dit effacement. Donc, on a effacé to lift qui veut dire soulever. Donc, ici, le sens de soulever en français n'est pas nécessaire. Donc, pour éviter ça, on dit directement faire descendre. Et qu'est-ce qui nous donne ce sens? C'est le down-là qui apporte une modification ou un sens au verbe de base. Donc, d'où on parle d'effacement. Donc, ça, c'est avec l'utilisation des verbes à particules. Now, for the second point of the operations of translation, we have borrowings, linguistic borrowings. Borrowings in language is very important. We use foreign terms in our language. It's to use foreign terms in one language. And why is it so? Because we don't have that idea expressed in our language, or we don't know the idea in our language, or we have not experienced it or experimented it in our language or culture. That's why we use some foreign terms. For example, in English, we have laissez-faire. So when you take laissez-faire, it's a French word. So now when you take literal translation word for word, it will be allowed to do, or leave us to do. But when you translate it like this in English, it will not be substantial. Why? Because laissez-faire came from a movement, economic movement. You see, to claim the freedom of people to undertake their commercial activities without the intervention of the state or government. It took place in France between 17th and 18th century. You see now the laissez-faire is an economic theory, and it started by the development of the physiocrats François Quesnay and Robert Jacques Turgot. They started, you see, the theory of laissez-faire, and then up to the time of Colbert and the merchants at that time, when they were talking about the commercial activities in their country, and they told that you have to leave us do or undertake our economic activities, and that the government intervention should be out of this sphere. Okay, is where the laissez-faire emerged in France. So now, as English knows about that, so they adopted in their language as a school of thought, as an economic theory. You see, to simply define is to let people undertake their economic activities and let the market to be self-regulated based on the law of supply and demand of services and goods on the market. That is the main point of view of that. So on the side of the French, we have common law. Bon, laissez-faire, ça a été utilisé dans la langue anglaise. En fait, c'est un mot français, tout le monde sait comment ça a émergé au temps des physiocrates, du développement de cette théorie par François Quesnay, Anne-Robert Jacques Turgot et d'autres personnes, jusqu'au temps de Colbert avec les marchands, où M. Lejean dit qu'il faut nous laisser faire ce que nous voulons entreprendre comme activité commerciale quand un officiel du gouvernement ou celui qui était chargé des finances lui demandait comment est-ce que l'État peut vous aider à promouvoir votre activité.
Donc, en un mot, c'est ça, c'est comme ça, laisser faire a pris de l'ampleur. Et finalement, on a laissé les gens entreprendre et le marché de s'équilibrer de lui-même à travers la loi de l'offre et de la demande de biens et services sur le marché. Vous voyez. Donc, le même mot aussi, bon, il y a un emploi linguistique aussi en français, la common law. Vous voyez. So, common law is also used in French language, which is an English word. So, it's a foreign terms which is used in French language. Why? Because they don't have the same legal system. And then when you take common law for word translation, you are going to fail the meaning, droit commun. And then what is droit commun in French is not the same, or it's not what is common law is in English. In English legal, now as they don't have this kind of legal system in their legal reality or culture, so they prefer borrowing foreign terms from English. So that's why we say la common law. Maintenant, la common law, c'est un terme anglais qui est adopté dans la langue française, qui explique ou bien qui exprime le système juridique anglo-saxon qui est basé sur les décisions rendues par les tribunaux, par les juges des tribunaux, et aussi basé sur certaines parties coutumières, tu vois, donc au fur et à mesure qu'ils appliquent, et puis qui n'a pas, qui n'est pas couché à l'écrit. Vous voyez. Donc, on va essayer de voir ça dans une prochaine vidéo, dans les détails concernant la traduction juridique. Donc, c'est comme ça, ils ont maintenu, comme ça n'a pas d'équivalent, parce qu'on ne peut pas traduire par les droits coutumiers, parce que dans nos coutumes, on n'a pas de tribunaux où il y a les juges qui rendent les décisions. Tandis que chez eux, c'est ce qui se passe. Donc, on ne peut pas traduire ça par droit coutumier. Sinon, ça va nous donner autre chose. Donc, les spécialistes en matière de traduction juridique ont décidé de maintenir ces thèmes-là comme ça en français. Donc, c'est pour ça qu'on a la common law. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. Et puis, commenter, liker et partager. Prochainement, on va continuer les opérations de traduction et voir aussi certaines vidéos spécialement basées sur la traduction juridique. Donc, je vous remercie.